Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'Antoine. J'ai rencontré cet aventurier et sa compagne un peu par hasard. J'ai appris qu'il traversait la France à moto depuis la Belgique et qu'il passait pas loin de chez moi. J'ai donc proposé de faire un bout de chemin avec eux, mais sans savoir que leur destination finale c'était Dakar, au Sénégal. Malheureusement, le temps auvergnat a eu raison de notre balade ensemble. On s'est donc tout simplement retrouvés à parler de voyage autour d'un café. Et c'est alors qu'Antoine m'a raconté qu'il a traversé toute l'Europe en direction du Kazakhstan en Royal Enfield. Mais avant tout, voici sa définition de l'aventure. Un voyage à la base, pour moi c'est ça l'aventure, avec peu de préparation. Il peut y avoir, pour mes aventures, j'ai beaucoup préparé, j'avoue, mais il doit y avoir une part d'imprévu, de non-plan, je dirais. Et voilà, c'est ça qui fait que ça reste une aventure, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans la journée, demain. Tu as planifié peut-être d'aller à tel endroit. Tu dois être capable de faire face à ce qui arrive, que ce soit un pépin sur la route, que ce soit une rencontre. Finalement, tu rencontres des chouettes gars, tu restes 5 jours. Voilà, pour moi, c'est ça la définition de l'aventure. Un voyage avec le côté imprévu. Dans cette définition, tu te sens aventurier ? Je trouve que pour moi, le concept d'aventurier et de voyageur, je trouve ça très prétentieux de se l'auto-donner. Oui, je peux me voir comme un voyageur ou un aventurier, mais je me vois aussi comme un touriste, parce que je trouve ça prétentieux de dire je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur, parce que je voyage d'une manière un peu plus alternative, on va dire, que le commun des mortels qui veut une piscine et un hôtel et se la couler douce. Maintenant, je comprends qu'on fasse la différence. Seulement, moi, perso, j'ai pas envie de m'auto-attribuer ces caractéristiques et valeurs-là. Et est-ce que tu as une belle aventure à nous raconter ? Alors, oui, il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Oui, 2 ans déjà maintenant. J'ai démarré de Belgique parce que je viens de Bruxelles. Vous pouvez peut-être l'entendre à mon accent. À peine. À peine. Et ouais, donc j'ai démarré de Bruxelles pour rejoindre le Kazakhstan et en revenir pendant 11 mois sur la route avec ma Royal Enfield. Voilà, j'ai passé l'hiver en Iran pendant 3 mois et puis j'ai fait aussi toute la route de la soie, Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan. Tous ces pays-là, voilà, pour moi c'était une grande aventure de 11 mois. Alors, moi j'ai une question, c'est déjà pourquoi ? Pourquoi partir 1 an comme ça ? Et la deuxième question, alors tu pourras me répondre sans doute après, pourquoi la Royal Enfield pour faire un voyage aussi lointain ? Alors pourquoi ? Ça vient un peu d'une obsession qui a démarré lors de mon premier gros choc culturel au Sénégal. J'avais voyagé là 4 mois, 3 mois de volontariat et 1 mois de voyage. Et pendant ce mois de voyage, j'ai loué une petite bécane, moitié scooter, moitié bécane, ouais, pendant une semaine dans les pays Bassari, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus ou de moyens de transport. Et donc, ouais, de fait, ça m'a donné le goût de cette liberté que la moto procure. Et depuis, j'avais cette idée fixe de me dire, ouais, un jour, je ferai un grand voyage à moto. J'avais pas de permis, j'avais pas de moto, donc c'était drôle. Mais voilà, l'idée est restée. Après 6 ans, 8 ans, je pense, quelque chose comme ça. Après 6 ans, je me suis dit, ok, l'idée est toujours là. Faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, j'ai passé mon permis. J'ai commencé à me renseigner sur les motos qui m'intéressaient. Seulement, j'étais néophyte en moto. Les seules motos qui m'intéressaient, c'était les modèles plus classiques qui avaient une âme pour moi. Tout ce qui était BM, les motos de cross, je trouvais ça horrible. Donc, y avait pas, pour moi, c'était, ouais, je devais partir sur une Triumph ou sur une Enfield. Et en me renseignant un peu, en regardant des vidéos, j'ai vu que les Enfield, bah, déjà, elles étaient produites en Inde. C'est qu'elles doivent savoir rouler un peu partout, j'avais l'impression. Et puis voilà, je les aimais bien. Et au niveau du budget, je voulais partir avec une moto neuve. Étant néophyte, je voulais pas avoir trop de soucis mécaniques. Bah, une moto neuve à 6000, ça le faisait. Et donc voilà, d'où le choix de la Enfield. Tu parles de soucis mécaniques, on sait dans une aventure, dans un voyage, et quand même sur une Royal Enfield, Ouais. est-ce que tu as eu des petits soucis mécaniques ?
Oui, j'ai eu quelques petits soucis mécaniques. Au départ, j'étais beaucoup trop chargé. Comme j'ai dit, j'étais un débutant, j'ai pris beaucoup trop d'affaires avec moi. Donc les rayons de la Enfield ont commencé à péter les uns après les autres. J'ai dû me décharger de pas mal de poids au début du voyage. Après, ça allait à ce niveau-là. Puis j'ai eu des petits soucis au niveau de l'alternateur aussi. J'ai brûlé trois alternateurs, deux je pense. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, j'ai mal géré l'huile. Ou alors j'ai trop tiré dessus, c'est possible. C'est vrai que c'est les moteurs qui refroidissent par air. Parfois je roulais 6 heures, 7 heures par jour. J'essayais de faire une pause toutes les 1 heure et demie, mais une demi-heure de pause après, voilà, le moteur reste chaud. Et j'ai fissuré comment ça s'appelle? Ouais, le coude de la pompe à essence qui est en plastique qui envoie l'essence vers l'injection. Et donc, ouais, ça c'était dur à réparer parce que enfin, voilà, il n'y a pas de pièce Enfield, c'était au Kazakhstan, il n'y a pas de pièce Enfield. Il fallait travailler avec de l'époxy, bicomposant, mais il y en a beaucoup qui ne tiennent pas à l'essence. Et donc, ça repétait direct après 10, 20, 30 km. Donc voilà, ça c'était un peu plus dur. J'ai dû en trouver un qui tenait l'essence, par essai-erreur. Et puis alors l'alternateur en Iran, par exemple, j'ai dû le refaire rebobiner. Voilà, en Belgique, on n'en achèterait un parce que ça coûte moins cher que de le faire rebobiner, mais en Iran, 50 €, c'était fait. Voilà, en gros, c'était les quelques soucis mécaniques que j'ai eus. À part ça. Et sur combien de kilomètres du coup entre la Belgique et le Kazakhstan? Et le retour, donc aller et retour, les deux ensemble, je pense que je suis à un peu plus de 35 000. 35 000. Ouais. Et bah finalement, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. Non, 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 c'était pas dramatique du tout. C'est juste qu'au moment où ça t'arrive, forcément, ouais, moi surtout, étant une petite drama queen, j'étais directement, panique, que faire? Et puis voilà, il y a toujours une solution, c'est juste qu'il faut la chercher, il faut la trouver, et ouais, il faut aussi croire les gens. Donc il faut accepter l'aide, il faut se dire, ok, on essaye, ça marche, si ça marche pas, il y aura quelque chose d'autre. Au pire du pire, tu peux toujours faire envoyer une pièce. Moi j'avais du temps, pas dû le faire, j'ai pas eu ce problème-là de devoir vraiment envoyer une pièce et l'attendre, mais tu peux toujours le faire aussi. Je reviens un peu à la genèse de cette aventure. Comment tu as préparé l'itinéraire? Comment tu t'es décidé à se dire, bah tiens, je vais au Kazakhstan? Pourquoi le Kazakhstan? Pourquoi cette route? Comment tu as préparé cet itinéraire? Ouais, si j'ai un conseil à ce niveau-là, j'avais lu sur un blog de voyage, première étape, tracer le voyage de tes rêves, sans limite de temps, budget, kilomètres. Donc, pris une carte, j'ai dessiné, je voulais une route où je ne devais pas m'arrêter, où je ne devais pas traverser un océan ou un truc comme ça. Donc, voilà, l'Est s'annonçait pas mal. La Mongolie me tentait bien aussi, donc je suis parti vers cette direction-là. Tracer tous les pays. Au début, j'allais jusqu'en Thaïlande. Et puis après, poser tout ce qui est les contraintes. Et donc, par exemple, la Chine, si tu veux rentrer avec ton véhicule là-bas, tu dois payer plus de 2 000 €, je pense. Tu vas te faire accompagner par un guide chinois pendant toute ton aventure. Moi, c'était hors de question que je dépense cet argent et que je me fasse accompagner. Donc voilà, ça me bloquait déjà une partie de l'Asie. Le Pakistan est possible à traverser, mais voilà, j'avais pas envie de faire les démarches et de me prendre la tête à ce niveau-là. Donc ça me bloquait déjà pas mal de pays. Au début, je voulais aller jusqu'en Mongolie, et donc ça me faisait un beau petit tour par tous les pays en Stan que je connaissais pas, qui étaient très peu connus, surtout il y a 2-3 ans. Maintenant, il commence à être un peu plus tendance. Mais tout ce qui était Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, j'étais même incapable de me les imaginer. J'ai jamais été en Thaïlande, mais je peux très bien imaginer dans ma tête à quoi ressemble un paysage thaïlandais ou un temple ou une ville ou quoi que ce soit. Va t'imaginer une ville du Tadjikistan si tu n'y as jamais été. Ça m'intéressait aussi. Et puis au final, pour rejoindre la Mongolie et aller au Kazakhstan, il me fallait un visa russe à double entrée et qui durait 3 mois. Et donc pour ça, je devais ou alors faire un visa business ou un visa humanitaire. Et l'agence de voyage russe m'avait conseillé le visa humanitaire que je n'ai jamais obtenu. Et donc, par la suite, j'ai appris qu'il y a beaucoup de motards qui voyagent avec un visa business dans ces cas-là et que ça marche. L'agence m'avait dit que ça ne marchera jamais, mais apparemment ça marche. Voilà, donc la Russie, pour moi, c'était aussi bloqué. Donc, Russie, Chine,
Pakistan, me fermait entre guillemets toute une partie de l'Asie. Et voilà, ça m'a délimité un peu un ensemble de pays. L'aller-retour, je crois que je devais être aux alentours de entre 17 et 21 pays, je pense, je me rappelle plus très bien. Ça faisait déjà un beau petit tour. Et sur cette aventure-là, sur cet itinéraire, des rencontres, tu as parlé que dans ces voyages, c'était vraiment l'essence de l'aventure. Est-ce que tu as une rencontre, une anecdote à nous faire partager? Bah ouais, forcément. La plus belle rencontre de mon voyage, c'est Katrina, ma compagne actuellement. Voilà, je l'ai rencontrée en Roumanie. Elle vient d'Allemagne. Elle voyageait de Mongolie jusqu'à Dortmund avec sa moto. On s'est rencontrés dans un hostel et voilà. Depuis, on a gardé le contact et depuis un an, là, je vis à Dortmund. Donc ça, forcément, c'est la plus belle rencontre. Après, d'autres rencontres, il y en a des mille et des mille. Sur la route, ça va facilement une fois que tu sors d'Europe. Donc, moi, j'ai commencé en juillet-août en Europe. T'es blanc comme les autres habitants d'Europe, pour la plupart forcément. Et c'est juillet-août, il y a plein de touristes. Personne s'intéresse à toi, tout le monde s'en fout. Donc au début, ouais, t'es un peu plus seul. Après, dès que t'arrives en Turquie, les gens viennent vers toi. Ils voient que t'es une plaque belge ou d'un autre pays. Ils sont curieux. Qu'est-ce que tu fais là? Donc tu viens de là-bas, ouais, avec ta moto. Ok, viens manger chez moi, prendre un thé. Couchsurfing, l'application fonctionne super bien, par exemple en Turquie, en Iran, au Kazakhstan aussi. Ouais, voilà, plein. En Iran, via Couchsurfing, j'ai rencontré un gars, il m'avait invité pour manger le lunch dans son restaurant. Et finalement, je suis resté 5 jours avec lui, ses potes, sa famille. On a fêté l'anniversaire d'un de ses copains ensemble, c'était super. Donc, ouais, des rencontres. Si tu sors d'Europe, ça va facilement. On parle de belles rencontres, mais aussi dans ces voyages, et tu l'as dit aussi au départ, il peut y avoir des galères. Est-ce que toi, tu as eu des galères, hormis ces petits problèmes mécaniques? Est-ce que voilà, il y a eu des difficultés Bah, ouais, là, comme j'ai dit, la solitude au début était un peu dure pour moi. C'était assez difficile à vivre, surtout que c'était mon premier voyage solitaire. Pas, voilà, j'avais déjà voyagé seul, mais dans le cadre de volontariat, donc tu as toujours une structure, des gens que tu rencontres facilement. Là, j'étais seul avec une moto, donc en Europe, comme j'ai dit, c'était dur. Après, galère, j'en ai eu, ouais, une grosse, je dirais, non, deux. Premièrement, je suis tombé en Slovénie sur la route. Voilà, j'avais pas vu des petits graviers, double entorse de la cheville. J'ai dû rester 8-10 jours dans un camping tout seul. C'était pas le kiff dès le départ. Et puis entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, il y a un no man's land de 18 km. Et j'étais un peu trop tôt dans la saison. On m'avait déconseillé de traverser cette route de Pamir fin avril, début mars. Non, qu'est-ce que je dis moi? Ouais, dans cette période-là. Et en gros, il y avait 18 km de neige. Et bah voilà, c'est avec la moto, c'est pas faisable. Et j'avais déjà passé le poste frontière du Tadjikistan. Donc je ne savais pas revenir en arrière vu que j'avais plus de visa pour rentrer dans le pays. Ils ne voulaient pas me laisser re-rentrer. Mais je ne savais pas aller plus loin parce que, comme j'ai dit, il y avait de la neige, de la glace, c'était pentu. On est à plus de 4000 mètres de hauteur. Et donc là, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je me dis, j'attends un camion. Hein. Comme quand tu as un problème, tu mets la moto dans un camion, sauf qu'il n'y a pas de camion qui passe à cause de la neige. Et puis voilà, j'ai attendu toute l'après-midi. Il y a eu 4 voitures. Les 3 premières étaient bondées. Et la dernière venait en sens inverse, une petite voiture mais avec 4 roues motrices. Donc ils ont accepté de mettre la moto à l'arrière et de retourner les 18 km en arrière pour m'aider en me demandant quand même $50 le trajet, ce qui est énorme pour ces pays-là. Maintenant, j'avais pas le choix. Tu sors l'argent, mais tu te sors de cette situation compliquée. Voilà, je pense que ça, c'était la plus grosse, pas frayeur, mais c'était une situation où tu n'es pas à l'aise parce que tu sais pas ce qui va se passer, quoi. C'est sûr, bah, là, c'est sûr qu'il n'y avait pas le choix, honnêtement. C'est sûr que là, on aurait fait tous pareil. Et est-ce que tu as un conseil à donner? Tu en as donné un tout à l'heure. Est-ce que tu as un conseil à nous donner, à faire ou à ne pas faire d'ailleurs pour un voyage comme celui-ci? À moto, À moto. le poids, moi, c'est pour un débutant, c'est ce que je dirais en premier aussi. Light Parce is que, right. voilà, Hein? voyager léger.
Une autre règle, entre guillemets, qu'un pote m'a dit, on parlait et puis je me justifiais un peu et puis il m'a dit attends, ton voyage, tes règles. Donc tu fais ce que tu veux, c'est ton voyage. Personne ne peut te dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si t'es mort, t'as envie de te poser 3 jours dans une auberge à mater Netflix, tu le fais. C'est ton problème, il n'y a aucun souci avec ça. Et ça m'a un peu libéré l'esprit de ok, pourquoi tu te mets une pression, tu dois rien à personne, t'es pas une star, t'es pas un reporter. Voilà, c'est à toi de faire ton propre voyage. Et après, se lancer. Il n'y a pas besoin de bon matos. Moi, j'avais une veste, normale. Tu prends des vêtements de pluie au-dessus, ça suffit. Et voilà, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, tu voyages, tu fais ça, c'est mon rêve. » Voilà, juste faites-le. Voilà. Ouais. Et est-ce que, tu parlais d'outillage, de choses comme ça, est-ce que dans ce voyage, il y a un objet, un outil ou quelque chose qui a été indispensable pour toi? Dure question. L'outil que j'ai le plus utilisé au final, c'est une petite paire de ciseaux pliables Ouais. pour couper tous les colliers de serrage en plastique que j'ai mis, redéfait, remis, et le duct tape. Donc Serflex et ciseaux. Ouais, et duct tape, le gros tape noir, Le là, scotch, indispensable. Indispensable. Et pour finir ce podcast, est-ce que, moi je sais, dans des situations de road trip, de solitude, des fois de tempête ou de conditions en tout cas extrêmes, j'ai parfois une phrase ou une chanson ou un truc qui me donne de la force. Est-ce que toi, tu as une citation, une phrase, quelque chose qui t'accompagne ou une image qui t'accompagne quand c'est compliqué, quand c'est difficile? Ouais, c'est vrai que ça j'ai appris sur la route où Catherine me l'a aussi pas mal répété. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc c'est vrai que ça change ta perspective de ok, ma moto avance plus, je suis au bord de la route, je suis dans la merde. Tu peux le voir comme ça, ou tu peux dire ok, bah j'arrête un camion, je la mets dedans et je vais dans le prochain village et je trouve un garagiste. Voilà, c'est deux manières de voir le problème entre guillemets. Et il y en a une qui te fait voir c'est un problème et l'autre qui te fait voir ok, la vie continue. Et puis au final, c'est ça aussi qui maintenant ça fait des bons souvenirs. Bah écoute, je te remercie Avec plaisir. de cette expérience, de ce partage d'expérience. Et ce que je souhaite, c'est une bonne route, parce que là, on ne le sait pas. En tout cas, les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai 2 voyageurs chez moi qui sont en direction de Dakar. Donc le Kazakhstan, c'était déjà une étape. Voilà. Mais là, ils sont tous les deux et ils partent direction Dakar. Donc je leur souhaite bonne route et j'espère à très bientôt dans ce monde. Un grand merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci pour votre écoute. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.